On se posait la question à la fin de la dernière vidéo, comment les scientifiques arrivent à compter la quantité ou le nombre de poissons qui restent dans le milieu, dans l'eau, dans la mer. Et imaginez-vous, on ne peut pas aller prendre un filet, attraper tous les poissons, les compter et les remettre. C'est impossible. On ne peut pas utiliser un drone ou un satellite pour les compter depuis le ciel. Difficile d'installer des caméras partout dans la mer pour compter et faire des photos ou du comptage par infrarouge. Pourtant, les scientifiques arrivent à estimer, à trouver ce nombre de façon plus ou moins précise. Et l'objectif de cette vidéo, justement, c'est de dire comment les scientifiques estiment de la façon la plus précise qu'ils peuvent la quantité de ressources qu'il reste dans l'eau. On y va. Avant de partir, il faut qu'on se mette d'accord sur un point. Qu'est-ce qu'un stock? Parce que c'est ce que les scientifiques ils estiment. Un stock, c'est la partie d'une population de poissons donnés qui est déjà exploitable. Je vous donne un exemple très simple. Je prends la morue par exemple. La population de morue, une population de morue, c'est un groupe d'individus de morue qui vit et qui occupe une surface, une zone géographique donnée. Et donc, dans toute cette population, il y a les larves, il y a les tout petits, les naissins, il y a les juvéniles et après, il y a les adultes. Le stock, c'est la partie, donc, de toute cette population que la pêche peut déjà exploiter. Et donc, les larves ne font pas partie des stocks. Les petits juvéniles qui n'ont pas encore une taille pour être pêchés et commercialisés ne font pas partie du stock. Donc, un stock, c'est la partie d'une population donnée qui est déjà exploitable par la pêche. Est-ce qu'on se comprend? Si oui, on y va. Un stock est donc associé à une zone géographique donnée qui est à plus petite échelle par rapport à la population. À titre illustratif, vous pouvez regarder la Méditerranée par exemple. Il y a plusieurs stocks, donc des poissons peuvent être dans la mer Méditerranée, mais appartenir à divers stocks, à des stocks qui sont complètement différents. Et comment est-ce que les scientifiques arrivent donc à estimer la taille du stock? C'est en s'appuyant sur des paramètres qu'ils mesurent. L'évaluation d'un stock s'appuie principalement sur 4 paramètres. La taille, c'est-à-dire le nombre de populations, le nombre d'individus dans le stock. Le taux de croissance, c'est-à-dire à quelle vitesse le nombre d'individus dans le stock augmente ou diminue. Le taux de mortalité naturelle et le taux de mortalité par pêche. Ce sont les 4 grands paramètres qui intègrent l'évaluation d'un stock de ressources halieutiques. Ces grands paramètres-là permettent aux scientifiques d'estimer la quantité totale de la ressource. Donc, si c'est une espèce de poisson, je prends le thon par exemple, ça leur permet d'estimer la quantité totale du thon qu'on peut ressortir, donc prélever du milieu sans abîmer cette capacité du stock à se renouveler. Et comment ils y arrivent? Ils y arrivent en appliquant différentes méthodes dont je vais vous citer 4 principales. La première méthode dont je vais vous parler consiste en des campagnes scientifiques. Alors, comment ça se passe concrètement? Ce sont des navires scientifiques qui sont déployés par les chercheurs sur des zones de pêche préalablement définies. Arrivés sur la zone, les espèces ciblées sont capturées, ramenées à bord, puis comptées, mesurées et pesées. Les campagnes scientifiques se réalisent chaque année à la même période avec le même protocole d'échantillonnage. Et les données collectées permettent donc de faire tourner différents modèles pour estimer la quantité maximale de la ressource qu'on peut prélever pour permettre au stock de se renouveler de façon naturelle. Et parmi les modèles qui sont utilisés, je vais vous en citer 3, pas besoin de rentrer dans les détails, mais ils se basent sur le modèle de dynamique des populations, le modèle de Graham-Schaefer
ou encore le modèle de Virtual Population Analysis. Donc, c'est des modèles statistiques tournés à base des données collectées par les scientifiques sur des années de campagne scientifique. Deuxième méthode utilisée pour estimer et évaluer un stock, c'est la méthode acoustique. Accrochez-vous, c'est pas compliqué, hein. Ça consiste juste à envoyer des ondes de son, des ondes sonores à travers l'eau. Et lorsqu'on envoie des ondes à travers l'eau et qu'il y a un banc de poissons qui est en train de passer, les ondes rencontrent un obstacle. Et en fonction donc de la densité de cet obstacle et des échos que ça renvoie, on peut même savoir quelle est l'espèce de poisson, donc quel est le banc de poisson. On peut estimer la taille du banc et beaucoup d'autres choses. Je ne rentre pas dans les détails, mais sachez que la méthode consiste à utiliser du son pour essayer de détecter quelle espèce et quelle quantité environ est en train de passer dans la zone. C'est une troisième méthode qui s'appelle CMR, pour dire capture, marquage et recapture. Alors, je vous explique vite fait. Ça consiste à aller, dans un premier temps, capturer un nombre d'individus donnés dans la zone, les marquer. Donc, ça peut être n'importe quoi. En tout cas, on utilise des choses pour les marquer, pour pouvoir les reconnaître plus tard. Et on revient des jours, des semaines ou des mois plus tard pour refaire une nouvelle capture. Et dans cette nouvelle capture, on compte le nombre d'individus déjà marqués à la première pêche qu'on retrouve dans cette deuxième pêche. Et à l'aide de formules mathématiques, ça peut permettre d'estimer la taille de la population. C'est une méthode qui est plutôt utilisée pour de petits stocks, je vais dire, ou des écosystèmes qui sont un peu plus petits, surtout en eau douce, par exemple. En mer, ça se passe aussi, mais c'est de moins en moins fréquent. Donc, une autre méthode consiste à s'appuyer sur les données de pêche commerciale, c'est-à-dire les débarquements. Et si vous ne savez pas ce que c'est qu'un débarquement, vous pouvez vous recourir à la vidéo précédente. C'est très bien expliqué avec tout ce qu'il y a autour. Et donc, la méthode consiste à récupérer ces données et à les envoyer dans un modèle, dans des modèles mathématiques qui vont simuler des scénarios en fonction des données qui sont renseignées sur de longues années et permettre d'estimer avec la dynamique qu'affichent ces données quelle est la taille de la population avec les débarquements actuels. Ça fait 4 différentes méthodes que je viens de citer. La liste n'est pas exhaustive, mais ce sont les principales qui sont utilisées de façon complémentaire parfois pour estimer de la façon la plus précise possible la quantité de la ressource qui reste dans l'eau afin de mieux la gérer. S'il existe autant de méthodes qui sont utilisées parfois et de plus en plus de façon complémentaire, c'est bien pour une raison. C'est parce que il y a des limites à chaque méthode et qu'il y a des limites même de façon globale qu'il est difficile d'atteindre la précision. Et quelles sont ces limites-là qui sont liées aux différentes méthodes? Je vous les cite. La première limite qu'on peut détecter, c'est la qualité des données. Vous avez pu comprendre que dans toutes les méthodes, c'est qu'il faut des données. Il faut fournir les données à un modèle mathématique et utiliser des formules pour calculer. Ça veut dire que les résultats qui sortent dépendent de la qualité des données, donc la précision. Et si vous avez suivi la dernière vidéo sur les débarquements, vous savez que c'est un chiffre qui parfois est vraiment manipulé, truqué parfois, où on n'a pas les justes valeurs. Et si on n'a pas ça, mais on les envoie dans un modèle mathématique ou statistique, vous êtes sûr que ce qui va sortir ne sera pas aussi précis. Donc c'est l'une des premières et même l'une des grandes limites dans ces méthodes d'estimation aujourd'hui. La deuxième limite qu'il est important d'énumérer, c'est que la plupart des modèles ont été construits il y a très longtemps. La dynamique des populations, le modèle de Graham Sheffer et même la VPA, ce sont des modèles qui ont été construits il y a un peu longtemps et donc qui ont estimé une certaine stabilité des variables environnementales. Voilà. Il faut bien faire l'accord. Bref, donc une certaine stabilité des variables environnementales. Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que les variables environnementales, c'est-à-dire température, salinité, oxygène dissous et courant, alors tout ce qui est lié à l'environnement est bouleversé par le changement climatique.
Et ça, les modèles ne les avaient pas encore pris en compte. Aujourd'hui, ces dernières années que des modèles se développent pour intégrer justement cette question du changement climatique. Donc, une autre limite avec ces méthodes, c'est vraiment l'environnement qui change beaucoup et c'est difficile d'en prendre compte dans ces différents modèles. Nous pouvons aussi soulever la question de la couverture géographique, hein, parce que pour déployer ces méthodes dont je vous ai parlé, vous savez que en fonction de la superficie que l'on couvre par ces méthodes, les dépenses vont être autant. Donc, si on veut couvrir 5000 km², imagine, on va devoir sortir de l'argent. Et si on part à 50 000 km², ben, il faut encore sortir 10 fois plus d'argent, parfois plus de 10 fois. Donc, il y a cette question, en fait, d'échantillon de couverture qui peut, je vais dire, qui peut conduire à porter un regard critique sur la représentativité de notre estimation. Mais encore une fois, on n'a pas encore mieux, donc on se contente de ça en attendant que de nouveaux modèles nous permettent d'être plus précis. Nous nous approchons de plus en plus de la fin de cette série de vidéos sur la gestion de pêche que nous avons entamée il y a un peu plus d'un mois. Je pense qu'il y a encore une dernière vidéo qui va sortir sur un résumé global et quels sont les défis qui attendent la gestion des pêches à nos années actuelles, donc à notre époque, mais aussi pour les dizaines et vingtaines d'années à venir. Comme vous avez l'habitude de le faire, ben, aimez-la, partagez-la, abonnez-vous pour ne pas rater tout ce qui va venir par la suite et dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse dans tous ces sujets que je viens d'aborder. Vous le savez ici, c'est Baleine Bleue, la vitale grandeur des eaux. Nous allons les sonder, démystifier tout le mystère qu'il y a autour afin que la question de la pêche, de l'aquaculture soit aussi compris que les autres questions que nous traitons quotidiennement. À tout à l'heure, Baleine Bleue, vitale grandeur des eaux.